Salami, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et permettez-moi, chers collègues, de corriger une petite erreur. C'est professeur Belhamra et c'est docteur Al-Khtari, c'est lui le maître et moi l'élève. Anzilun nasa manazilaha. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être aujourd'hui avec vous, et je dois dire en premier tous nos remerciements au ministère de l'Enseignement supérieur et en particulier au service des enseignements, mais aussi à l'université de Béjaïa avec à sa tête monsieur le recteur et tout son équipage. Je dois dire que nous avons essayé de faire quelque chose pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais qui est à mon sens très simple, c'est d'essayer de vous apporter quelques éléments, je dirais, de base sur la rédaction d'un document scientifique, qu'il s'agisse d'une thèse de doctorat, qu'il s'agisse d'un article, qu'il s'agisse tout simplement d'un rapport que vous remettez après une expertise ou à votre directeur ou à un de vos collègues. S'il s'agit d'un écrit qui est, à mon sens, pour vous, ça sera de l'archivage. Mais s'il s'agit d'un document, comme je viens de le dire, d'une thèse, d'un article, d'un rapport qui doit être diffusé, qui doit être lu par d'autres, ça veut dire qu'il s'agit là d'une communication. Et par définition, vous mettez la slide s'il vous plaît, par définition, toute communication, elle a son émetteur ou ses émetteurs, et elle a ses récepteurs ou son récepteur. Qu'il s'agisse d'une communication écrite ou qu'il s'agisse d'une communication orale, ce que je fais moi devant vous. Actuellement, je suis l'émetteur et vous êtes le récepteur. Mais la différence essentielle entre la communication écrite et la communication orale est très large. La première des choses, en communication orale, je sais quel auditoire j'ai devant moi. Je sais à peu près quelle frange de groupe j'ai devant moi. Je sais le nombre, je regarde la salle, son organisation, la répartition, et je suis en communication à la fois orale, gestuelle et visuelle. Mais quand il s'agit d'une communication écrite, il peut arriver que vous ne rencontriez jamais votre lecteur. Il se peut que vous soyez lu, cité, mais vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer le ou les lecteurs. Ce qui impose peut-être plus de compléments d'informations dans les messages que vous voulez faire intercepter par les récepteurs par rapport à une communication orale qui, elle, laisse quand même l'occasion et la chance à l'auditoire de vous interpeller. Si je parle d'un document scientifique, en général, on prendra le cas d'une thèse de doctorat. La diapo que vous avez devant vous vous montre qu'avant d'arriver à toute rédaction, il y a toute une phase de préparation, de réflexion, de travail proprement dit, d'analyse et ainsi de suite. Mais le point le plus important sur lequel je voudrais insister dès le départ, c'est de ne jamais se lancer dans son travail proprement dit avant de comprendre sa problématique. Personnellement, il m'est arrivé de rencontrer parfois des personnes qui travaillent presque une année, voire plus, sans bien assimiler, sans bien comprendre leurs problématiques. Et ça leur fait perdre à la fois du temps et des moyens, malgré leur bonne volonté. Donc, démarrage, je lis ma thématique, je lis mon thème. Est-ce que je l'ai monté avec mes professeurs? Est-ce que je l'ai proposé moi-même? Je dois l'analyser en profondeur et je dois dégager de mon intitulé les mots clés, c'est-à-dire les mots forts, les mots qui vont servir d'aiguilleurs pour vous, pour faire votre biblio, faire votre expérimentation et faire toute la suite du travail.
Première étape, sine qua non, compréhension de la problématique et dégager ou dégagement des points clés, des mots clés. Autrement dit, visualiser ses objectifs. Visualiser ses objectifs. Une fois que ce pas est fait, nous devons être prêts pour aller faire de la recherche bibliographique. Tout travail scientifique nécessite un effort particulier au niveau de la recherche bibliographique. D'abord, pour nous informer sur tout ce qui a été fait par rapport à cette thématique. On n'est pas les premiers, on n'a pas inventé le monde, la recherche elle est depuis des siècles, et en plus, les choses aujourd'hui, avec votre génération, elles évoluent très vite. Donc la deuxième étape à faire, c'est de me mettre informé sur l'état d'avancement des travaux de par le monde et rien négliger. Je ne vais pas uniquement regarder ce qui se fait aux USA. Et peut-être au Cameroun, il y a une équipe qui va vous apporter par ses publications des informations très utiles. Peut-être au sein d'une école ou d'une université algérienne, on peut trouver l'information au moins qui va vous guider au départ. Encore plus, sans aller très loin, au départ, au niveau de l'équipe de laboratoire ou du centre ou de l'université, vous pouvez déjà faire un déblayage de cette recherche bibliographique en questionnant vos encadreurs, vos professeurs, vos camarades, votre bibliothèque et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est primordial de démarrer avec une bonne connaissance, un état de l'art sur le sujet. Mais cet effort, il est doublement bénéfique parce qu'il vous informe, il vous permet de gagner du temps sur ce qui a été fait, d'avoir vraiment les idées claires, mais aussi il va vous guider pour le choix des protocoles expérimentaux, quelle que soit la discipline, qu'il s'agisse de ressources humaines ou qu'il s'agisse de sciences mathématiques. Et en plus, ça va vous faciliter la tâche par la suite au moment de la rédaction, quand la biblio est bien faite, la rédaction est encore plus facile et plus aisée. Bien sûr, si j'avance à un moment donné dans ma biblio, comment je dois la faire? Je dois à tout prix m'astreindre, m'obliger à utiliser un système de fiches, qui se soit sur papier ou qui soit sur le micro, mais une fiche par article, une fiche par document consulté, et où je porterai toutes les références bibliographiques d'eux ou des auteurs que j'ai consultés, avec les idées principales, et c'est déjà une rédaction, je dirais, presque amorcée. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Je disais que toute rédaction est une communication. Pour l'oral, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, et je le répète exprès. J'ai les mots, j'ai les gestes, j'ai le regard, j'ai ma voix. Il faut qu'elle soit haute quand il faut qu'elle soit haute, il faut qu'elle soit basse quand il faut qu'elle soit basse. Mais pour l'écrit, puisque je ne vois jamais mes lecteurs, vous passez à la prochaine, il y a le fond de mon document et la forme de mon document. Et les deux sont très importants, très importantes. Le fond, c'est bien sûr, c'est ma problématique qui est bien posée, mon sujet qui est bien introduit, c'est ma méthode et ma démarche expérimentale, qu'elle soit au niveau du terrain, qu'elle soit au bureau au niveau de mon micro, qu'elle soit au niveau d'un laboratoire, qu'elle soit au niveau d'une population donnée sur laquelle je fais une enquête et un travail de recherche. C'est, quelle que soit la discipline, je dois être en mesure de reproduire ça dans ma rédaction. Ma méthode et ma démarche sont, je dirais, la base, après ma biblio, c'est la base de la réussite de mon travail proprement dit. Bien sûr, dans le fond, il y a les résultats, leur traitement, la façon avec laquelle je manipule mes résultats. Parfois, on peut trouver des candidats qui ont des résultats très très intéressants, qui ont fait un effort considérable, mais au moment du traitement des résultats, il y a quand même une faiblesse qui ne leur permet pas de faire émerger
le maximum de leurs efforts et de leurs résultats. Par rapport à ce point, après quelques instants, pas maintenant, je laisserai la parole à professeur Belhamra, qui a une grande expérience dans le traitement des résultats, c'est-à-dire les ta'amul ma'a an-nata'ij, pour donner et illustrer quelques cas. Bien sûr, le fond, c'est aussi ma discussion, l'interprétation de mes résultats. Qu'est-ce que j'en tire? Est-ce qu'il y a des résultats originaux? Est-ce qu'ils sont académiques? Est-ce qu'ils sont à incidence développement économique? Et éventuellement, je donne aussi des pistes de recherche pour susciter l'intérêt à mon lecteur ou à mes lecteurs pour qu'ils puissent encore me consulter dans l'avenir. C'est en quelque sorte, ce document de thèse de doctorat, c'est la première carte de visite du jeune chercheur. Mais il y a aussi une grande partie qu'on oublie parfois, c'est la forme du document. La forme du document est très importante. Elle va de la langue, peu importe la langue, je dois répéter, peu importe la langue dans laquelle la personne s'exprime. Le tout, c'est qu'elle soit utilisée avec les règles de base de grammaire, de linguistique, avec des phrases simples, mais avec des mots précis. Si je suis dans un sujet de chimie et que je travaille sur l'influence d'une concentration donnée, quand je parle d'une concentration excessive, ce n'est pas une concentration élevée. Donc les termes à choisir sont très importants. Si je suis en sciences agronomiques, si j'utilise l'impact de la salinité sur le rendement de la pomme de terre, puisque la pomme de terre est une plante, je dirais un légume très important pour les Algériens et il fait partie des aliments de base de notre population, je dois être en mesure vraiment d'élucider tous les points à faire émerger par rapport à cette thématique. Je pense que le point sur lequel je voudrais insister ici, la langue ne doit pas être un barrage. La discipline ne doit pas être un barrage. Toutes les sciences se valent. Le tout, l'usage qu'on en fait, et la qualité, et la volonté, et la rigueur scientifique avec laquelle on porte son travail. Toutes les sciences, ça va des sciences littéraires jusqu'aux sciences de l'espace, l'astronomie et autres, toutes les sciences se valent. Le tout, d'ailleurs souvent quand j'étais à l'université, je disais aux jeunes, c'est les étudiants eux-mêmes qui mettent en exergue et qui valorisent et qui rendent leur département en une étoile. Ce n'est pas l'appellation de la spécialité, c'est l'effort, c'est le sérieux, c'est la méthodologie et c'est aussi l'engagement des personnes qui portent cette matière ou ce travail. Bien sûr, la forme, ça va jusqu'à le point et la virgule. Quand vous mettez une virgule, on sait pourquoi on a mis une virgule. Quand on met des pointillés l'un après l'autre, on sait pourquoi le lecteur ou le récepteur comprendra. Parce que c'est aussi des codes qui permettent d'intercepter mieux votre message. Bien sûr, la forme, c'est toute la structure du document, c'est son plan, c'est le déroulement des idées, mais aussi le déroulement des chapitres. Ça, c'est très important. On ne peut pas sauter d'une idée à une autre extrêmement opposée. Il faut qu'il y ait une démarche, je dirais, progressive, de telle sorte que toute personne qui veuille refaire votre travail puisse le refaire en étant à l'aise. La suite. D'ailleurs, je le redis souvent aux étudiants quand j'étais à l'université, il y a des travaux parfois tout à fait moyens, bien faits mais moyens, mais très bien valorisés et très bien présentés. Et bien parfois, ils mettent le voile sur des travaux très intéressants qui ont été mal présentés et négligés au niveau de la forme. D'ailleurs, on peut faire une comparaison, même si on n'est pas dans l'histoire du commerce et du marché. Vous pouvez prendre deux paniers d'olives ou 2 paniers de dattes, ces 2 produits phares de l'Algérie, pour lesquels l'Algérie a des potentialités qu'elle peut exporter, mais souvent nos produits
passe en deuxième plan par rapport à d'autres produits qui sont valorisés au niveau de la présentation, du marketing, de l'emballage. Eh bien, c'est pareil. Un travail scientifique, on doit lui apporter tout le soin qu'il mérite. Mais comment, en gros, structurer un travail de doctorat ou un travail scientifique? Et on ne va rien inventer. Les règles de base sont bien connues. Il y a la structure générale admise, une introduction, où on introduit son sujet, sa problématique, et on pose les vraies questions qui sont en rapport avec la thématique annoncée dans l'intitulé du sujet. Bien sûr, une bibliographie, je ne vais pas y revenir, mais ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. La bibliographie vous suivra toute la vie. Il y a aussi tout ce qui est matériel et méthode qui doit être très bien décrit. J'ai dit tout à l'heure que toute personne qui veut refaire l'expérience, elle doit pouvoir la refaire à travers votre lecture. Bien sûr, dans cette partie matériel et méthode, il y a des éléments classiques entre les différentes disciplines, mais il y a des spécificités selon la discipline. Celui qui travaille sur le monde du vivant, les gens de biologie, les gens d'agronomie, les gens même de géographie, parce qu'ils touchent au milieu naturel, ils sont obligés de s'organiser de telle sorte qu'ils répartissent leur travail et leur temps entre tout ce qui est fait au niveau biblio, au niveau laboratoire ou bureau, ou bien au niveau du terrain. Je donne un exemple. Un doctorant qui travaille sur le cycle d'un animal donné, d'une plante donnée, d'un insecte donné, il ne faut pas qu'il s'oublie dans sa biblio, même si elle est très importante, quand le cycle, le moment opportun de faire ses prélèvements est passé, il se réveille pour dire « Donnez-moi le véhicule, je vais faire mes prélèvements ou mes mesures ». Il y a une organisation qui est très importante dans le temps et dans l'espace pour gérer à bien son travail de recherche. Bien sûr, tout doit être indiqué dans la partie matériel-méthode. Bien sûr, vous pouvez utiliser des méthodes empiriques ou des méthodes classiques, mais selon votre volonté, selon votre sujet, selon votre détermination, votre ingéniosité, vous pouvez aussi inventer déjà dans la partie matériel et méthode des méthodes nouvelles. Et ça, il ne faut pas croire que les méthodes d'analyse, les méthodes d'étude sont figées. Je donne un exemple. Celui qui travaille dans des conditions au Sahara, sur l'eau, sur le sol, au milieu très salé, il ne peut pas faire toutes les analyses avec les méthodes classiques sans apporter des petites modifications pour ne pas tomber dans les erreurs. Parce que, je donne un exemple, si je dose du chlore, vous savez, le chlore, je suis sûr, si on teste mes doigts, puisque je suis arrivé de Biskra hier, même il y a toujours un peu de chlore sur ma peau. Donc il y a l'adaptation par rapport à son sujet, à sa rigueur, à sa discipline, et puis aux conditions idoines pour mener son expérimentation. Et enfin, arrivent nos résultats. On a fait nos analyses, j'ai fait mon enquête sur le terrain, avec les femmes rurales, avec les femmes de la montagne, avec les éleveurs, avec les industriels, pour les gens qui font de l'économie ou l'étude des marchés. Et là, mes résultats, ils sont devant moi, je les regarde bien sûr. D'abord, j'en fais une lecture rapide. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarroïde? Est-ce que j'ai manipulé au laboratoire dans les conditions idoines? Parce que parfois, on fait des manipulations dans des températures qui faussent complètement vos analyses. Mais une fois cette première lecture des résultats, je dois les traiter pour les valoriser. Et différentes méthodes, je dirais de statistiques, mathématiques, informatiques, aujourd'hui, nous disposons de toute une panoplie de logiciels qui peuvent aider. Mais il y a aussi votre propre ingéniosité, votre propre volonté aussi. Au moment de la présentation, vous pouvez imaginer je dirais les figures, les illustrations, les graphes qui mettent le plus en exergue votre effort et vos résultats. Surtout si vous voulez faire émerger des résultats originaux et qui vous paraissent d'intérêt capital. Eh bien, si vous le permettez, avec votre accord, je vais m'arrêter un peu pour céder la parole à professeur Belhamra. Ça me permettrait de reprendre mon souffle. Il va vous donner quelques exemples de traitement et je vous reprendrai tout à l'heure avec plaisir. Merci.
Merci, Madame Khdari. Donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je prends la parole pour continuer l'exposé de Madame Khdari. Et c'est juste pour dire à nos chers étudiants et doctorants que face à un certain nombre de démarches, généralement, on a des données, des métadonnées, et on souhaite avoir une idée synthétique sur ce qu'on a recueilli à partir des enquêtes ou bien des expérimentations de terrain. Donc, dans cet exposé, je vais juste parler des méthodes descriptives, non pas des méthodes explicatives, parce qu'elles sont beaucoup plus complexes, comme les analyses canoniques, les analyses de variance. Et c'est ici des plans expérimentaux que, par exemple, les agronomes, biologistes et autres développent, et ils sont donc également développés par des logiciels qui sont donc mis à disposition gratuitement ou bien également à travers les licences payantes. Je rappelle tout simplement, pour que nos données soient réellement abordables sur le plan analyse, on sait qu'on a affaire à des variables quantitatives qu'on mesure. Et là, par rapport à la mesure, je dois rappeler une chose, qu'il faudrait, dans le laboratoire, les instruments de mesure doivent être vérifiés, étalonnés et bien réglés. C'est-à-dire que la mesure doit être fidèle, juste, et c'est très important parce que ça va après déboucher sur des conclusions. Ces conclusions sont issues d'un matériel déjà qui n'est pas étalonné, qui ne reproduit pas des valeurs justes. Ça peut biaiser toute l'analyse par la suite. Donc, quand il s'agit d'une variable quantitative, c'est simple. Donc, il y a des paramètres, des indicateurs que nous calculons rapidement, ou le logiciel nous offre. C'est les moyennes, les quartiles, variance, médiane, les quartiles. Et ça nous permet de déboucher, en fin de compte, sur un histogramme qui nous donne comment est répartie donc, notre mesure. Par exemple, ici, j'ai pris les notes des étudiants et on voit, par exemple, les fréquences de ces notes. Pour ce qui est de la variable qualitative, on travaille beaucoup plus avec la fréquence de la variable et sa modalité. Et là, ça nous permet de faire également donc, les modalités effectives donc, en fréquence et également présenter des secteurs. Ce sont les premiers éléments qu'on peut faire à partir donc, de données descriptives. Quand on regarde des relations entre variables, par exemple grand X et Y, ou une mesure de la taille par exemple, avec le poids, est-ce qu'elles sont déterminées par une fonction affine, linéarité? Donc on se pose cette question et on essaie de trouver s'il y a une corrélation qui s'approche de 1. Si elle ne s'approche pas de 1, ce n'est pas une relation linéaire, donc ça peut être polynomial ou bien un autre type de relation. Pour vous dire, donc ce sont les premiers éléments qui sont nécessaires parce que si on veut après s'attaquer à une analyse multivariée où on va faire appel à une ACP, par exemple pour les caractères quantitatifs, on va retrouver en premier bord toutes ces informations descriptives qui sont fournies directement par l'analyse, depuis la moyenne, le nombre de valeurs utilisées, les valeurs manquantes, ainsi de suite, et tous les indicateurs, donc le minimum, premier quartile, l'étendue, la moyenne géométrique, toutes ces notions de base nous constituent donc un tableau de bord qui permet donc à l'expérimentateur d'avoir une idée comment sont les données et comment vont pouvoir être donc décrites en essayant de regrouper ces valeurs en groupes. Et l'ACP également, j'ai pris toujours l'exemple des notes des étudiants dans les examens, nous fournit donc également des graphiques, hein, la boîte à moustaches qui est très importante, elle nous donne une vue synthétique également, par la moyenne, la médiane, les quartiles, ça nous donne une idée très importante pour la compréhension comment sont réparties nos valeurs. Le tri croisé également nous donne les corrélations de variable par variable, hein, par rapport, ici par exemple, on voit en ordonnée, on abscisse plutôt maths physique, on ordonnée également maths physique, et on trouve des corrélations qui sont très importantes, par exemple sciences naturelles et physiques, qui sont très importantes. Ça nous donne
également, ça dégrossit un petit peu. L'ACP, l'avantage, c'est qu'elle dégrossit au début toutes les données. Et puis, vous avez tous les axes avec leurs valeurs propres, c'est-à-dire ceux qui tirent le maximum d'inertie. Par exemple, vous avez ici 98% de variance qui est expliquée par... alors, 98 cumul par les deux axes F1 et F2, ce qui est... Bon, ici c'est un exemple pour vous montrer l'intérêt de cette méthode. Donc, à travers les deux axes, on est déjà sûr de pouvoir expliquer le maximum de variance. Et quand on regarde les vecteurs, on trouve donc pour l'axe F1, qui lui maximalise 78% de variance, que les maths à 0,44 physique et sciences nat, le F2 également par les maths physique français et sciences nat en termes de vecteurs. Les représentations donc individu-axe peuvent également nous renseigner sur un certain nombre d'informations. Par exemple ici, on voit bien que les étudiants qui ont des notes en français, anglais et histoire ne sont pas automatiquement bons en d'autres matières comme maths, physique et sciences nat. D'autres types d'analyses, c'est les AFC également, que j'ai essayé de représenter, mais sur les caractères maintenant qualitatifs. Et on voit dans cet exemple, par exemple, qu'on a pu donc déterminer grâce à des itérations, parce que le logiciel regarde un petit peu les variances intra entre les individus, toutes les distances euclidiennes, il les calcule, et puis la projection sur les axes nous fournit quand même l'existence de groupes d'étudiants qui ont des préférences ou qui ont des compétences également en fonction des notes qu'ils ont obtenues. Donc on a le groupe 1, c'est littéraire, ici le groupe 1, donc littéraire avec préférence anglais-histoire, jusqu'à donc le quatrième groupe littéraire avec préférence de français. Bien, il y a d'autres également méthodes encore plus complexes, mais également descriptives, qu'il s'agit donc par exemple un peu prendre la partie d'analyse génétique qu'on fait sur un certain nombre d'échantillons prélevés sur terrain. Là c'est un cas réel de prélèvement d'échantillons sur terrain sur l'ensemble des territoires naturels que vous voyez ici depuis Al-Bayed, Stitan, Ragasa, ainsi de suite, Djelfa et Tébessa. Donc ces placettes d'échantillons nous ont donné 4 groupes. On a calculé l'indice de Shannon, par exemple ici, l'hétérosis, le nombre de polymorphes, et on a donc établi donc, une analyse pour essayer de trouver comment sont présentées cette variabilité végétale au niveau de l'alpha. Est-ce que ce sont toutes de la même espèce? Est-ce qu'il y a une variation génétique? Donc on a soumis donc, ces analyses avec le R, le logiciel R, et on a calculé des distances de, par exemple, intragroupe, intergroupe pour l'indice de Jacquard. On a également introduit les données environnementales des stations traitées, donc tout ce qui est température et tout, des différentes stations. De même qu'on a donc obtenu bien sûr le stress plot pour les stations pour voir un petit peu est-ce que ça marche sur la même ligne avec des coefficients d'ajustement très importants. Ces présentations, je ne vais pas trop tarder, permettent en fin de compte de proposer une répartition en région des différentes donc, morphes que nous avons rencontrés. Bien, donc je laisse ma collègue continuer et merci.